Bonjour tout le monde, bienvenue à Personne n'en parle, une balado produite par Maison Interlude House. Puis pour ceux qui nous suivent sur YouTube, aujourd'hui, vous voyez, on a changé de décor, on est dans un tout nouveau studio, hein? Ça fait, c'est agréable, c'est beau. Oui, c'est beau. On aime le changement. Je m'appelle Marie-Pierre Danjou et j'ai le plaisir d'animer ce podcast en compagnie de ma collègue Sylvie Gravel. Bonjour. Allô, Marie-Pierre? Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? Contente de te retrouver dans ce nouveau studio. Ben oui, exactement. On a pris une petite pause pendant le déménagement. Mm-hmm. Et puis, Sylvie, dans le cadre de nos podcasts, elle a un rôle très particulier. On l'appelle notre fouineuse, c'est ça? Oui, effectivement. Donc, mon rôle, c'est vraiment de démystifier. Donc, je vais lancer des phrases, des préjugés qu'on entend souvent dans les communautés, les gens dire, même dans nos familles, nos proches. Puis, c'est ça. Donc, mon rôle, c'est de lancer ça pour vraiment démystifier le sujet. Parce qu'à Personne n'en parle, dans le fond, on aborde toujours des sujets qu'on n'entend pas beaucoup parler, qui sont pas forcément faciles. Puis aujourd'hui, on en attaque tout un. Hein? Oui. Aujourd'hui, on parle de prévention du suicide avec deux invités formidables, Sylvie. Oui. Alors, nos invités sont Angèle D'Alessio, agente de promotion de la santé mentale pour l'Association canadienne de la santé mentale Champlain-Est, et Steven Douris, bénévole. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci de nous inviter. Merci beaucoup. Plaisir. Merci d'avoir fait le chemin jusqu'à downtown Hawkesbury pour venir nous jaser, parler avec nous de suicide, un sujet qui est rough, hein? Oui, des fois, c'est bien rough. Oui, on n'en doute pas. Écoute, je vais commencer ma première question. Je la dirige vers toi, Angèle. J'aimerais ça, pour briser la glace, que tu nous parles un petit peu de ton parcours professionnel, d'où tu viens, puis ton rôle là, pour l'Association canadienne de santé mentale Champlain-Est. Oui, parfait. Même comme vous avez dit dans l'introduction, mon nom, c'est Angèle D'Alessio et je travaille pour l'Association canadienne pour la santé mentale depuis 2006. Alors, ça va faire proche de 16 ans, en septembre, que j'ai le plaisir je dis travailler, mais vraiment, quand tu es passionné de ton travail, c'est pas vraiment un travail, mais mon rôle, vraiment, c'est d'aborder des sujets de santé mentale, de promouvoir le bien-être, d'offrir des ateliers dans la communauté, dans des écoles, les entreprises. Alors, ça fait 16 ans que je fais ça, puis j'adore ça, j'aime beaucoup mon travail. Et on rencontre des gens comme Steven, qui est formidable. Ben ouais. Puis Steven, veux-tu nous expliquer ton rôle à toi? Moi, je suis bénévole pour le ASCM. Je ne suis pas habitué de le dire en français. Tu peux le dire en anglais aussi, hein? Il n'y a pas de problème. Ça fait 5 ans. Dans le mois de novembre, ça va faire 5 ans que je fais ce qu'ils appellent des Tammy Talk. C'est parler de santé mentale. Puis on va dans les écoles, dans les usines, pour parler à du monde que c'est correct de ne pas être correct. Okay. Puis moi, j'ai survécu à une tentative de suicide, fait que moi, je vais parler aux gens au propos de ça. Qu'il y a toujours une lumière au bout de la tunnel. Wow! Ben merci de faire ça pour la communauté, oui. Steven, vraiment. Oui, puis j'aimerais ajouter, Steven, que j'ai bien aimé ça. C'est correct de ne pas être correct. Oui, tout à fait. Vraiment, là, ça dit tout. J'aime vraiment ça. Steven est ambassadeur de la santé mentale. Comme lui... Un ambassadeur, oui. Oui, parce qu'il dit qu'il parle aux gens, mais il fait plus que parler aux gens. Là, il connecte. Il connecte avec les gens de façon comme émotionnelle, que les gens peuvent vraiment quand on parle avec lui là, dans la communauté, les gens... Ils attendent à la fin de la présentation pour venir parler à Steven, justement, personnellement, parce qu'il y a eu un impact sur eux. Mm-hmm. C'est drôle, mais aujourd'hui, je pense que je vais avoir bien de la misère à suivre mes petits cartons. C'est drôle. Je suis pas mal sûre que on va se laisser embarquer par vous deux. Je reste encore dans les questions un petit peu plus poutine administrative. Oui. Angèle, j'aimerais ça que tu nous expliques la mission de votre organisme, puis aussi le territoire que vous desservez. Ça fait, je veux dire, 71, c'est l'année que je pense qu'on a commencé nos services dans notre communauté. Ça fait au-delà de 50 ans là, qu'on offre des services communautaires de la CSM. Notre vision, c'est la santé mentale pour tous. Notre mission, c'est de promouvoir et améliorer la santé mentale de niveau communautaire.
Puis je dirais, si vous allez sur notre site web, on a 5 mots qui nous guident, qui est l'intégrité, l'excellence, l'accessibilité, la responsabilité. Et vraiment, on est fiers d'offrir des services centrés sur la personne. Alors, je dirais, c'est ça vraiment. On a plus d'informations sur notre site web, sur notre mission, notre vision, mais on décerne la communauté de SDG, PR et Akwesasne, so Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell, et Akwesasne. Et on a aussi la Coalition pour la prévention de suicide de Champlain-Est, qui dessert la même région, ainsi que Leeds et Grenville. Oh, OK. Wow! Fait qu'un grand territoire. Un grand territoire, oui. Vous aussi, là, à couvrir. Puis autant, j'imagine, pour la population francophone qu'anglophone. Oui, on est désigné un service francophone. Alors, il faut être disponible. On engage, nos employés ont besoin de parler le français, en particulier dans la région de Castleman, en Brun, Hawkesbury, mais aussi à Cornwall. Alors, en anglais, on dit on est French designated. Puis, on a besoin d'être capable de rapporter de combien de clientèle francophone qu'on a décerné dans notre communauté. Pour revenir à la coalition, ça, c'est un rassemblement d'associations canadiennes de santé mentale et d'autres services communautaires? Exactement. Ça, on a commencé La raison qu'on a commencé la Coalition pour la prévention du suicide dans notre région, c'est dans le rapport par le Bureau de santé avait démontré qu'on avait un taux de suicide plus élevé dans notre région. Okay. Alors, la CSM a décidé de rejoindre nos partenaires communautaires pour décider comment on était pour combattre les chiffres qu'on avait vus, les difficultés, les statistiques. Exactement. Alors, c'est depuis 2010 qu'on offre des services par la coalition. Puis c'est justement ça, c'est l'hôpital général d'Hawkesbury, c'est des partenaires communautaires comme Valoris, ainsi que des services à Cornwall aussi. Alors, on se rassemble, puis on a des groupes des sous-groupes qu'on dit, comment on dit ça? Des sous-comités? Des sous-comités, c'est ça, de intervention, prévention et postvention. Okay. Moi, je travaille sur le groupe de prévention. Je guide le groupe de prévention. Puis Steven, à un moment, était sur le groupe postvention. OK. Mais je suis contente d'apprendre ça parce que je n'étais pas au courant qu'il y avait une coalition. Donc, c'est vraiment bien. Puis peut-être juste avant d'aller plus loin, le type de service que vous offrez, là, on sait à qui vous les offrez, mais santé mentale, c'est quand même assez large aussi. Fait que quel genre de service on peut aller chercher auprès de vous? Non, vas-y. Oui, OK. Ben, on a plein. On a plein de services. Puis encore, si vous allez au site web de la CSM, tous nos services sont là, mais on fait de l'éducation qui est... moi, je suis engagée pour faire l'éducation et la prévention. On offre des services à la clientèle de façon individuelle, 1 à 1, avec nos gestionnaires de cas. Okay. On offre des centres de ressources. À Hawkesbury, vous avez le centre Oasis qui offre des activités, une occasion pour socialiser. On offre aussi des services à la famille qui n'est pas bien connu. Okay. Mais si on a un membre de notre famille ou un ami ou un voisin ou quelqu'un, un proche qui est affecté par un trouble de santé mentale et nous, on veut avoir un service pour aider cette personne-là, on offre aussi des services à la famille. OK. Ou à l'entourage. Ou à l'entourage, oui, exactement. C'est vraiment bien. Bien, merci. Merci beaucoup, Angèle. Steven, maintenant, écoute, encore merci d'être avec nous aujourd'hui, puis de venir livrer ton témoignage. Donc, là, à partir de là, Sylvie puis moi, on se tait, puis on te laisse nous raconter ton histoire à toi. OK. C'est une longue histoire, parce que je suis vieux. Puis je suis content d'être vieux, ça c'est vrai, parce que au début des années 90, j'ai fait une tentative de suicide, comme j'ai dit tantôt. Excusez-moi. Le premier témoignage qu'on a fait avec un petit qui travaille avec nous, elle a parlé de l'anxiété puis dépression, puis c'est là que moi, j'ai remarqué que j'avais ça depuis que j'étais très jeune, mais personne ne la voyait. Fait que c'était toujours dans mon corps, on va dire. Puis
Dans les années 80, ben, avant ça, je voulais être millionnaire. J'ai toujours voulu être millionnaire. J'ai venu d'une famille très pauvre et on a manqué beaucoup des repas. Puis on avait des sandwichs au ketchup, puis tout, sandwichs au sucre, des affaires de même, parce qu'on n'avait pas rien à mettre entre les deux morceaux de pain. Puis je voulais toujours, comme je disais, être riche. Je voulais être millionnaire. Fait que dans les années 80, j'ai parti une compagnie de lavage de camions mobiles. Puis en dedans, 4 mois, ça partit en fou. J'étais plus capable de le maintenir. Puis engager des employés. Là, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire du courrier, transport courrier. OK, je pars à une autre compagnie. Fait que transport courrier, plus de lavage mobile. Puis le lavage mobile, ça montait toujours. Puis moi, je travaillais là-dessus le soir. Puis je travaillais dans le transport dans le jour. Puis là, il y a une autre compagnie à Mirabel. On travaillait plutôt à Mirabel, à l'aéroport. Il y a quelqu'un m'a demandé de faire le nettoyage de bureau. Fait que là, j'engage encore. Fait que en dedans, 3-4 ans, j'avais 3 compagnies qui marchaient. Ils marchaient vers les millions chaque. Wow. Mais par contre, moi, je dormais pas. Je travaillais de 5h30 le matin, 5h, 5h30, puis je me couchais à minuit le soir. Puis durant ce temps-là, je courais. Je courais un bout à l'autre. J'ai devenu millionnaire, mais je savais jamais, j'avais jamais de temps de dire, OK, j'ai ça. Je sais que j'ai mangé bien, mais pas de la manière que je voulais. En 88, ma mère est décédée, puis là, ça commence à tomber un petit peu sur mon côté. Puis mon premier mariage a commencé à se baisser parce que j'étais jamais là, puis j'ai devenu un homme très fauché, très battable. Je voulais battre avec tout le monde. Okay. Puis là, je le voyais pas dans le temps. Je commençais à être baissé. Je commençais à perdre des intérêts dans toutes les affaires que j'ai construites, comme le mariage, comme les business. Au début de 90, j'ai fait une grande chute. J'ai perdu mon mariage, premièrement. J'ai perdu mon fils. Il ne me parlait plus parce que il n'était pas capable de me parler parce que s'il me parlait, je criais. J'ai perdu. J'ai eu qu'est-ce que je voulais. J'ai eu mon million, mais j'ai perdu moi. Puis, comme j'ai dit, le premier mariage est tombé. Je me suis remarié avec une autre madame à Mirabel, que j'ai rencontrée à Mirabel. Et ça a duré 4 mois. Puis là, on s'est dit, ça marche pas, ça. Mais on est resté ensemble 14 mois. Mais c'était chaque jour des chicanes. Puis là, j'ai pris la porte. Bien simple. Là, j'ai resté dans un véhicule pendant 3 mois et demi. Puis devenir de quelqu'un que j'avais beaucoup d'orgueil. Il n'y avait personne mieux que moi. J'étais number one. Viens pas te mettre à côté de moi parce que tu n'es pas dans mon catégorie. Va-t'en. D'être en haut, puis tout d'un coup, tu commences à tomber. Puis comme je dis, j'ai perdu l'intérêt dans mes compagnies. Là, je payais plus des billes, je payais plus des taxes, je faisais rien. Je faisais même pas des facturations. Fait que si ça sort aujourd'hui, je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je ne le voyais pas. Tout d'un coup, j'ai fait faillite. Puis j'ai perdu tout. Puis quand je dis tout, il me restait un Volkswagen 88 avec 450 000 km là-dessus. Puis c'est dans ça que je dormais. Que j'ai dormi.
J'avais une maison sur la rive sud de Montréal que j'avais sur location avec quelqu'un. Puis là, ils ont sacré leur camp, puis j'étais pris avec. Fait que moi, j'ai rentré dans ça, puis OK, là, je suis plus sérieux, mais rien, ça marchait. Je passais des heures, puis des heures, puis des heures à Tim Hortons à Ville-la-Salle. Fumer des cigarettes, 2 paquets par jour, des cafés à la tonne. C'est juste des cafés et des cigarettes. Puis, pendant 6 mois, j'ai dit, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Je pensais à la façon d'enlever la vie. J'ai dit, OK, là, ça me tente plus de vivre. Il n'y a personne, mon fils, il me parlait pas, il n'y a personne qui me veut. Puis là, j'avais honte parce que j'étais Mr. Big. Là, je suis Mr. No One. Fait que, comme j'ai dit, pendant 6 mois, je pensais des façons d'enlever la vie. Un soir à Tim Hortons, je l'avais dans la tête. J'ai rentré, puis je faisais un acte de comédie. Je faisais des jokes, des blagues partout. J'étais sur une table, puis je craquais des jokes. Tout le monde dans le restaurant, il riait. Là, j'ai débarqué de la table après 1 heure, puis j'étais à la porte, puis tous mes chums étaient là, puis j'ai dit, OK, les gars, cette vie était belle, mais j'ai eu assez, je m'en vais. Puis je m'en allais chez nous pour m'enlever la vie. Quand j'ai été dans ma maison, on m'en allait chez nous. J'ai passé la pont Champlain à Montréal. Il y avait un transport avant moi. J'ai dit, je vais rentrer en réduit. Non. Si je ne me tue pas, je vais être dans l'hôpital pour le reste de ma vie, puis quelqu'un va être obligé de prendre soin de moi. Là, j'ai dit, OK, je vais prendre le fossile, puis je vais rentrer dans l'eau. Non, ça ne marche pas. J'avais passé à toutes les idées, mais il n'y avait rien qui fonctionnait pour moi dans le temps. Quand j'ai arrivé chez nous, j'ai retourné à mon premier aidé, que je ne peux pas dire qu'est-ce que c'était. Puis, j'ai commencé, puis je sentais la vie s'en allait. Ça s'en allait, puis j'ai eu une vision de mon fils qui est venu en avant de moi, un petit gars de 9 ans, direct en avant de ma face. Puis, je peux dire là, que je l'ai dit fort. Je n'ai pas dit dans ma tête, je l'ai parlé. J'ai dit, je peux faire ça à moi, mais je ne peux jamais la faire à lui. Puis c'est là que j'ai arrêté. J'ai été m'asseoir dans ma cuisine. Ça, c'était à 10 heures le soir. Puis 10 heures le lendemain matin, j'étais encore à la même place. J'ai pas été à la toilette, j'ai pas rien fait. Parce que je savais si je m'enlevais de là, j'étais pour faire quelque chose de pas bon. Puis j'attendais ma blonde, qui est ma femme maintenant, elle travaillait le soir. Puis je savais à 10 heures, je peux l'appeler chez eux. Fait que 10 heures le lendemain matin, je l'appelais. Puis j'ai dit, écoute, Mary, c'est ça que j'ai fait. Fait qu'elle m'a rentré à l'hôpital, au Montreal General, où j'ai rencontré un docteur, Dr. Lawrence Eldman. Et c'est lui qui a changé ma vie. Il a changé, puis j'ai commencé à savoir que il y avait beaucoup plus dans moi à vivre que qu'est-ce que j'aurais perdu. Puis là, ça fait 32 ans environ. Puis même, je sais pas, je sais que c'était le 14 d'avril, mais je sais pas l'année. OK. Parce que j'avais perdu 2 ans, que c'est toute une nuage en avant moi, là, que je vois pas clair. Même là, je vais parler avec du monde, puis ils ont rappelles-tu ça? J'ai dit non, j'ai aucune idée. Je sais que j'ai passé des jours, puis des jours, puis des jours. J'aime ça d'aller à la pêche. J'allais au bord de la fleuve à Ville-la-Salle, puis
même pas d'hameçon sur le bout de ma ligne, puis j'étais à bord de l'eau. Dans l'hiver, je bougeais pas. J'ai loué un appartement à Ville-la-Salle, puis j'ai commencé à me mettre sur mes pieds à terre encore. Puis il y a une petite chatte qui est venue chez nous. Elle restait dans cet appartement-là avant, puis du monde l'ont laissé. Chaque soir, elle venait chez nous. Chaque soir, j'ai donné de la crème de Tim Hortons. Elle est devenue grosse. Un soir, j'ai été chercher des cigarettes, puis je m'en revenais chez nous. Moi, j'ai peur des souris et des rats, c'est pas croyable. Il y a une ruelle. Tout d'un coup, je vois quelque chose dans le coin de l'œil, puis ça est venu passer entre mes jambes, sur son dos, sur le trottoir. Fait que là, j'ai été la flatter. Puis elle m'a suivi chez nous, puis c'était le 4 novembre, il faisait fret. Là, j'ai dit, si tu vas rentrer, tu ne sortiras plus jamais. Elle est rentrée, puis je peux dire que un petit chat, ça me donnait une raison de vivre. C'est la première fois dans 2, 3, 4 ans, je ne sais pas combien, que j'étais capable de donner l'amour à quelqu'un puis de ne pas la rendre. Elle l'a donné à moi, mais c'est elle qui a changé ma vie. Elle a sauvé ma vie, puis elle a changé ma vie. Je l'ai eu pendant 23 ans. Oh boy! Puis c'est le seul animal que j'ai eu. On a eu beaucoup des chiens et des chats. C'est le seul que j'étais pas capable d'aller dans la chambre quand ils ont fait se coucher. Puis c'est le seul que j'étais pas capable de faire incinérer. Parce que était enterré à côté de ma maison. Elle s'appelle Mouchi. Parce que Mouchi, son premier repas de moi. C'est pour ça que j'ai demandé les Kleenex tantôt. Excuse-moi. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai appris de cette chose-là, c'est que la vie, on a beaucoup à donner, puis ça coûte rien. Puis avec elle, c'est ça que j'ai eu. Elle m'a donné la joie, beaucoup de la joie, puis ça n'a pas coûté rien. Un repas par jour. Maintenant, ma vie, je dis que si j'aurais pris ma vie, ça fait 31, 32 ans, moi, j'aurais perdu beaucoup. Parce qu'avec ce que je fais maintenant, avec Angèle et beaucoup d'autres mondes, ma mère était dans je ne sais pas comment ça s'appelle, un fortune teller. Ouais, une voyante. Une voyante, quand j'étais tout petit. Puis la madame a dit à ma femme, à ma mère, ton fils va gagner un loto, puis il va être très, très riche. J'ai gagné le loto. J'ai gagné le loto quand j'ai commencé à travailler pour les ACSM. Parce que ça me donnait une cause. Puis depuis ça, puis 2017, c'est le premier que j'ai fait à Vancouver. C'est le premier témoignage que j'ai fait, c'était à Vancouver. Puis depuis ça, ma vie a fait un 180. Je suis le plus riche que j'ai jamais été. J'ai été millionnaire, mais l'argent, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que j'ai maintenant avec qu'est-ce que je vois dans du monde? Puis, c'est pas pour me vanter, mais je sais que j'ai sauvé des vies. Tout à fait. C'est ça le plus important. Sauver une vie, ça change toute ta vie. Puis je sais que j'ai sauvé des vies. Bien, justement, la première session qu'on a faite avec une école, il y avait la première session. Ce pauvre Steven, il est là, puis le petit bonhomme, il avait la même histoire que lui, là. Il était pauvre, il était abusé à la maison, il est venu y parler, puis
je suis garantie que cette journée-là, Steven, il a sauvé la vie de ce petit bonhomme-là parce que... Ce petit bonhomme-là, Ouais. j'ai été dans le centre d'achat à Cornwall. Puis je venais de Chapter, j'ai été acheter un cadeau pour ma femme. Puis une petite jeune qui m'approchait avec un sourire. Puis il me dit, Monsieur, me connais-tu? Je dis, non, pas vraiment. Il dit, t'as sauvé ma vie. Puis j'ai dit, comment? Il dit, t'as parlé à l'école, à mon école. Puis là, ça rentré dans la tête. Fait que ça change tout, ça change tout dans ta vie. Puis le suicide, ils disent que si 1% de suicide, ça affecte 20%. Fait que moi, j'aurais fait du mal à 20% autour de moi. Puis au lieu, j'ai fait du bon à beaucoup de plus que 20. Vraiment beaucoup, je pense. Steven, merci pour ton témoignage. Ça me touche vraiment. Puis ce que je retiens, c'est avec ton histoire du petit gars, puis j'allais te dire ça avec Angèle n'en parle, je pense que tu vas être le Moochie de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. J'espère. Je crois que oui, parce que je crois fermement que tes témoignages dans les écoles, quand on parle de prévention, ça doit avoir un gros impact. J'espère. Puis moi, je crois fermement que... Merci. Et merci pour ton témoignage, parce que c'est pas facile de raconter son histoire. Puis ce que je retiens aussi, c'est que, tu disais, tu voulais être millionnaire et tout ça, mais c'est la preuve que l'argent ne jette pas tout. L'argent, c'est rien. Actuellement, c'est rien. J'ai tout, comme je dis, j'ai tout perdu. J'ai perdu 3 maisons, toutes mes rires, parce que je m'en servais pour vivre. Quand j'ai fini, on va dire 91, il me restait rien. Puis là, j'ai mes pensions gouvernementales. J'ai un couple de rire, mais pas beaucoup. Puis, comme j'ai dit tantôt, là, je suis le plus riche que j'ai jamais été. Puis c'est à cause... Elle m'a poussé un couple de fois dans les places que j'étais pas sûr que j'étais capable d'aller. Pas dur, mais juste des petites nudges, là, puis... De sortir de ta zone de confort. Ouais. Parce que vous avez commencé ensemble, j'ai bien compris. Toi, t'es depuis 2006? Non, depuis 2006, je travaille pour l'association. Lui, il a commencé comme ça fait à peu près 5 ans. 2017, dans le mois de novembre. OK. Mais ça fait bien des projets qu'on travaille ensemble avec. On a fait un beau parcours ensemble, puis il a grandi énormément. Là, juste la façon qu'il va interagir avec les gens. Je pourrais parler de lui là, toute la journée. Là. L'année passée, il a gagné Citizen of the Year Citoyen de à Cornwall. Wow. Félicitations. Félicitations, Zertin. J'ai gagné aussi Big Brother of the Year. Oh. Ouais. Puis j'ai gagné... C'est quoi le nom? Avec nous, à la CSM, l'impact là, dans la communauté. Un individu qui a fait un grand impact dans la communauté avec notre organisation. Il était... Avec un triple play l'année-là. 3 dans une année. Là. D'autres chapeaux. Vraiment, félicitations. Puis je peux voir comment c'est facile je trouve ça facile, quand je t'écoute, j'aurais pas de difficulté à te faire confiance. Merci. Des bénévoles comme Steven, en avez-vous beaucoup? Comme lui. Peut-être pas. Pas exactement, mais on a plein de bénévoles. On a des bons... Les bénévoles qui travaillent avec nous là, sont tous passionnés comme Steven. On a une petite jeune de... Ashley. C'est comme notre petite... c'est comme la famille. C'est comme la famille. On est toute une grande famille, vraiment. Là. On travaille tout ensemble pour la même cause. On a Ashley, on a Tom, on a Jean-François. On est rendu à 8 ou 9, là. Amanda, Kieran. Ils font tout... Au début, c'était très difficile. Je peux te dire, en 2006, on n'avait pas de témoignages. C'est difficile. Les gens n'étaient pas aussi ouverts. Là, je vais dire, après l'année 2010, c'est quand Belle Cause pour la cause a commencé à ouvrir la conversation un peu plus. Je dirais de là, au fur et à mesure, lentement,
ça n'a pas grandi très vite, mais là, les gens nous approchaient. J'aimerais partager mon histoire, tu sais. Puis même à ça, ça a pris des mois, des fois des années à se rendre à ce point-là. Mais 5 ans, quand Steven s'est lancé là-dedans, là, comme j'ai dit, on l'avait rencontré, je dirais pourquoi, 1 mois après, on était dans une école. Là, c'est lui qui aide à préparer nos bénévoles pour partager leurs témoignages. Parce qu'il parle du cœur, puis il aide aux bénévoles à aussi trouver leur message. Tu sais, c'est quoi que tu veux dire? Avant, là, il y avait leurs notes, puis ils tremblaient, tu sais. Il dit non, laisse ça là, puis parle du cœur. C'est ça, c'est là où ce que Moi, les je gens... les fait lire leur histoire, ou bien je les fait parler de leur histoire, puis là, je vais dire, OK, lis. Puis il va voir tout de suite, c'est pas la même chose, parce que moi, la première fois, je commençais à lire, puis je bégayais. Oui. J'étais pas capable de lire puis parler en même temps. Puis le deuxième témoignage, elle a dit, oh, j'ai fait toute ton histoire sur PowerPoint. J'ai dit, OK. Ben, tu sais, les jeunes, des fois, ils aiment ça, le visuel. On pensait peut-être que ça va aider. Mais moi, je ne vais pas lire. Je vais le parler. Elle dit, OK, je vais essayer de suivre. Mais... Ça va marcher. On a tout laissé ça tomber à l'eau, puis on parle avec finalement, on a fait ça de façon plus naturelle. Puis depuis ce temps-là, on voit l'impact que ça fait avec les jeunes. Même, tu parlais d'usine, on avait été une fois parler à 125 hommes. Ouais. Puis c'était la même chose. Quand on n'a pas usé le PowerPoint, on parlait juste un à un avec les gens, là, ça faisait toute la différence. Je pense que le jour que c'était le plus fort sur moi, on a fait un tournoi de golf, puis j'ai parlé. Puis j'étais m'asseoir par après, puis il y a un monsieur qui est venu, un grand monsieur. Il s'en vient à côté de moi. Il dit, j'ai quelque chose à demander. Je dis, vas-y. Il dit, est-ce que je peux te donner un hug? Est-ce que je peux essayer de donner un caresse? J'ai dit, oui. Puis là, il pleurait. Il dit, oh. Wow. Donc, on dit 4 hommes pour une femme. C'est ça qu'on retrouve là, au niveau des statistiques de suicide. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a plus d'hommes ou qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne, là, peu importe son sexe, développe des pensées suicidaires? Mais moi, j'ai entendu dire que le suicide, c'est une maladie. Oui, ça serait une mythe reliée au suicide. En réalité, c'est pas une maladie, mais justement, c'est connecté. Il y a un lien entre les maladies mentales plus sévères, comme la dépression, le trouble bipolaire, la schizophrénie et autres maladies, qui augmentent le risque de suicide. Mais le suicide comme tel n'est pas une maladie mentale. Tu ne le trouveras pas dans le DSM, qui est le livre de diagnostic pour les maladies mentales. Par contre, c'est des facteurs aggravants, dans le fond. Exactement. Parfait. Puis pour juste faire un petit retour de ce que tu dis, la raison qu'on a commencé notre coalition pour la prévention du suicide en 2010, c'est justement parce qu'on avait remarqué avec les données du Bureau de santé que même dans notre région, il y avait un taux plus élevé de suicide chez les hommes. Les hommes entre, je dirais, au-delà de 40 ans en particulier. Et c'est vrai que ce que tu dis, 4 fois plus d'hommes que de femmes vont prendre leur vie au suicide. Puis il y a un élément clé là-dedans. Il y a une raison, je dirais, il y a une raison pour ça. C'est que de génération en génération, les hommes ont toujours été encouragés de ne pas parler de leurs sentiments. Il faut être fort. Je pense que Steven va être d'accord avec moi comme homme. Mais c'est vraiment la communication. Les femmes, c'est peut-être un peu simplistique de dire que les femmes, nous, on se parle entre nous-mêmes. Tu sais, on a des problèmes, on n'est plus à l'aise de se parler et de se déborder de ça un peu, tandis que les hommes, ils ont tendance à se refouler un peu plus. Je pense que la communication et d'encourager nos jeunes, comme le petit bonhomme qu'on parlait, là, justement, de parler des émotions. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu penses que c'est vraiment la communication qui manque chez les hommes? La communication, mais l'affaire, c'est que tout le monde dit que les hommes, ils ne parlent pas. Les hommes vont parler s'ils ont un espace sain et sauf. Puis, je sais que si mon partenaire est venu sur ici,
puis c'est mon partenaire dans mon groupe d'hommes, pas un partenaire de vie, il me tapera les doigts parce que je vais dire quelque chose. Les femmes, ils ont toutes. Parce qu'ils ont tous des réseaux en arrière de eux, parce qu'ils ont été les chercher. Tandis que les hommes, ils ont gardé leur gueule fermée. Ils n'ont pas demandé d'aide. Durant toute leur vie, comme moi, si j'aurais demandé d'aide au début de ma chute, je n'aurais pas passé où j'ai passé. Mais j'en connais une couple de femmes qui, OK, ils ont fait presque la même chose, mais ils ont été cherchés, puis ils ont des réseaux en arrière d'eux. Je vais juste dire comme une famille, ça c'est pas dans le suicide, mais une famille, un homme et une femme, ils ont des enfants, tout ça. Le monsieur est sur la route, c'est pas grave. Mais une femme, ils ont des places comme à Cornwall. Il y a 4 ou 5 places que les femmes peuvent aller pour chercher d'aide. Il n'y a pas un pour des hommes. Il y en a un. C'est notre groupe d'hommes. OK. Que vous avez créé vous-même. Oui, on a créé parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas de place pour les hommes pour avoir du support. Mm-hmm. Tu peux aller à AA ou des affaires de même, mais ce n'est pas la même chose. Non. Mais pour parler des maladies mentales, des tentatives de suicide, il n'y en a pas pour les hommes. Je voulais revenir tantôt, Steven, tu disais, puis aussi, Angèle, si tu peux répondre à ça. Tu sais, tu disais, plus jeune, tu souffrais d'anxiété, de dépression, mais tu n'avais pas été diagnostiqué, puis on n'en parlait pas. Mais j'ai aussi entendu dire que, comme puis tu l'as mentionné dans ton témoignage, le monde alentour s'en apercevait, mais pas toi. Ouais, Ça l'arrive souvent dans ces cas-là, hein, qu'on dirait que les personnes concernées ne le voient pas ou le voient plus tard. Oui, bien, moi, je ne voyais pas que je descendais. Même le soir que j'ai fait mon tentative de suicide, le plus grand changement dans moi, comme vous voyez, j'ai la barbe, j'ai coupé les cheveux, tout ça, pas juste pour ton émission, mais je le fais toujours. Puis j'étais toujours une personne très, très, très propre. Mm-hmm. 2 semaines avant ma tentative de suicide, j'ai arrêté de me laver. Je ne changeais pas de linge. Je m'en allais chez nous, je dormais, puis je sortais le lendemain. Personne n'a vu que je baissais. Non. Personne ne le voyait. Maintenant, si je vois, comme toi, Sarah, tu es très propre aujourd'hui. Si je te vois dans 2 semaines, puis tu es tout défrippé, je vais demander, il y a une question. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais personne ne me voyait descendre. Donc, s'il y a quelque chose à retenir, quand j'entends ça, c'est vraiment que si vous vous apercevez qu'un changement de comportement au niveau de vos proches, de poser la question. Poser des questions, parce que c'est là que ça commence. Quand on commence de ne pas prendre soin de nous, c'est un des signes. Il y a un problème. Là, tu nous parles de l'apparence physique, admettons qu'il y a un certain laisser-aller. Puis, y a-tu d'autres choses qu'on peut porter attention un peu? L'attitude. Comme moi, j'ai toujours été quelqu'un... Comment je peux dire ça? Comme maintenant, je suis très calme. Si je commence d'être quelqu'un qui est toujours fâché, tu me vois jamais fâché. Tout d'un coup, tu me vois que je suis toujours fâché, toujours en train de sacrer, puis il y a quelque chose qui ne va pas. Demande des questions. On a tous des changements. Si je suis un pêcheur, si je m'en viens, puis je vais dire ça parce que c'est une de mes chums qui s'est suicidé, puis ça, c'est avant que j'ai fait mon tentative. Si ça serait maintenant, parce que j'ai pris des cours là-dessus, lui, c'était un pêcheur de musky. Un soir, on jouait de cribbage chez eux. Puis il s'en vient, il dit, « Tiens, Steven, prends ça avec toi, c'est ma canne à pêche, son canne à pêche. C'est bébête pour les mosquées, tout ça. » Moi, je dis, « Oh, merci beaucoup. » Je sors avec. 2 jours plus tard, il est mort. Oui. Si je m'en viens de vous donner toutes mes affaires de pêche, il y a quelque chose qui ne va pas. Mm-hmm. Ou bien, des choses auxquelles tu tiens. Ouais, si tu m'entends parler mal de ma femme, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est pas dans moi. C'est pas ton caractère. Mon caractère. Ouais. Changement de caractère.
Puis il y a beaucoup de choses qu'on voit dans du monde, mais on faut être attentif à les changements. Parce que souvent, le monde va changer tranquillement. Oui. Puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'il y a dit? Oh, j'ai pas vu ça. Oh, bien, par après, tu vas dire, oh, oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Mais on faut faire plus en plus attention. Tu sais, tantôt, quand tu mentionnais que tu t'en allais chez toi, hein? Tu avais parti du Tim Hortons, puis tu allais chez toi. Quand tu arrivais chez toi, tu étais toute seule. Ils disent que seules les personnes qui sont isolées se suicident. Est-ce que c'est vrai ou c'est... Non. Non? Non. C'est pas Ben, c'est nécessairement... un risque. L'isolement, c'est Ouais. un Il y a un risque. risque, mais c'est pas ça les... Non, parce Puis, que... qu'est-ce qui arrive des personnes qui en parlent? Ils disent que ceux qui en parlent du suicide, là, ils le feront jamais. Est-ce que c'est vrai? Non, ça, c'est pas vrai. Non? Puis ceux qui parlent... sont même plus à risque, parfois, parce plus- qu'ils sont plus élevés. décidés. Parce qu'ils pensent. OK. Ils Puis- disent... Vas-y. Ben, j'étais pour dire que dans notre cours là, qu'on enseigne, là, Safe Talk, ils parlent qu'une personne sur 17 pense au suicide. Ils n'ont pas fait... Ils n'ont pas de plan. Ils n'ont pas de plan nécessairement, mais une personne sur 17. Si on serait 17 là, dans la salle aujourd'hui, OK. au moins une personne entre nous pense présentement au suicide. Alors, ça pourrait être un collègue à côté de nous, ça pourrait être un enfant, ça pourrait être un époux, ça pourrait être un ami. C'est pas nécessairement juste les gens qui sont isolés. Ou qui sont homeless ou... Oui, on pense souvent à toutes sortes de scénarios, mais quand on pense à, tu sais, on pense des fois à des jeunes tout habillés en noir. Ben, si on Ouais. pense seulement à des certains groupes, on va manquer plusieurs Ouais. personnes qui ont besoin de l'aide. Puis Steven, il parlait, ben, j'avais changé mon comportement, j'avais dit, hey, cette vie était belle, mais j'en veux. Tu sais, il a donné des signes, il a donné, mais les gens dans ce temps-là, on n'était pas éduqués nécessairement à reconnaître les signes. Mais la majorité, 8 sur 10 personnes, va donner des signes avant OK. de passer à l'étape de prendre leur vie. Ça pourrait prendre des années, c'est des petits signes, mais la majorité en donne. C'est à nous vraiment, dans l'entourage des personnes, d'être capable de le reconnaître. C'est pour ça que des cours de prévention, c'est important. Là, Mais- excuse-moi, Oui. c'est parce que tu disais que ça pourrait prendre des années. Mais Ouais. des fois aussi, est-ce qu'il y a une escalade qui peut être super rapide? Oui. Aussi, c'est super variable. C'est pas forcément quelque chose qui perdure dans le temps. Des fois, il y a... Des fois, ça peut être impulsif. Puis je dirais que les Ouais. jeunes, même plus, parce que les jeunes ont tendance à être plus impulsifs Impulsif, parce que ouais. le cerveau n'est pas développé encore. Bien, pleinement. Il est en développement. Alors, ouais, ça pourrait être impulsif comme ça pourrait être... On va voir si ça va se régler. Peut-être ça va... Tu sais, les gens, des fois, attendent à un moment, par Noël ou par... Si j'ai pas la promotion. Tu sais, OK. ils se donnent comme des étapes ou des des objectifs. objectifs. Ouais. Si ça se passe bien, ben là, ils pensent moins. Si les choses se règlent pas, c'est vraiment individuel. Il n'y a pas une personne qui va réagir ou qui va avoir le même comportement qu'une autre personne. Puis à partir du moment où on reconnaît là, que quelqu'un de notre entourage ou proche de nous a un changement de comportement, vous pensez pas que si on aborde, ça va l'encourager à se suicider? Si on l'aborde puis on dit Pas en tout. non? Pas en tout. Si on la laisse aller, ça va arriver. Si on voit quelque chose qui n'est pas comme faut, on faut demander des questions. Puis quel genre de questions que je te demanderais? Ouais. Penses-tu à suicide? Directement. directement. Le plus Directement. direct, le mieux. Puis ça ne l'encouragera pas à se suicider là, si je Tu j'en parle. n'encourages pas de suicide. Jamais, jamais, jamais. Au moins que tu es là et qu'il commence à parler, oh oui, je vais faire ça. Non. Tu ne peux pas encourager, tu ne peux pas donner de suicide à personne. C'est pas contagieux. OK. Fait qu'on lui parle. As-tu des idées suicidaires? Ouais. Penses-tu au suicide? C'est Ah, correct de ouais. dire ça. Oui, dans notre cours de prévention, on parle de... Ben, il y a des étapes. Puis d'aller mais- chercher de l'aide. La première chose, c'est de le reconnaître. Quand les gens nous donnent des signes, c'est toujours des signes indirects. Il n'y a jamais eu... Moi, ça fait 16 ans que je travaille dans le domaine. Il n'y a jamais eu une personne qui me dit « Angèle, j'aimerais te parler de mes Je pensées. pense au suicide. Suicidaire, ouais. Ça n'a jamais été dit directement, mais souvent, les gens vont dire... Tu
Tu sais, j'en peux plus, les gens seraient mieux sans moi. Tu sais, c'est vraiment indirect, c'est à nous de lire entre les lignes un peu, être bon à lire entre les lignes. Ou moi, je dis souvent, les jeunes, ils connaissent ça, Spider-Man, mes Spidey senses que je parle. En anglais, je le dis souvent. Il y a toujours comme un sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec une personne. Puis la personne essaye le mieux qu'elle peut de te dire qu'elle se sent pas bien ou il y a quelque chose qui ne va pas. Mais à cause qu'il y a de la stigmatisation envers la santé mentale, le suicide, c'est encore un sujet assez tabou. La personne essaye de te le dire le mieux qu'elle peut. Soit le comportement, les émotions, les changements, indirectement. Puis c'est là, on veut reconnaître, parce que tout ça, on appelle ça des invitations. On t'invite à m'en parler. Quoi que ce soit, ça peut être un mot que tu as entendu, une situation que tu connais, peut-être un abus, peut-être des troubles financiers, quoi que ce soit. Sur l'invitation, là, la prochaine étape, c'est de parler ouvertement, directement. Je reconnais, Steven, que tu t'es pas rasé, ça fait 2 semaines, je t'ai pas vu au travail. Quoi que ce soit, tu dis qu'est-ce que tu remarques. On mentionne. Parce que ça te donne une raison de demander, puis tu dis, parfois, quand on voit ces changements-là, des fois, c'est relié au suicide. Steven, tu penses-tu au suicide? Puis les gens, quand on parle de ça dans nos sessions, ils disent « Ah, je pourrais jamais dire ça. Mais c'est ça que les gens y ont besoin parce qu'ils ne savent pas à qui en parler. Ça, si tu dis le mot suicide... Tu rouvres la porte puis ça lui permet de... Là, tu dis « Ah, je suis capable de t'en parler. » Tu l'as dit le mot. C'est pas tabou pour toi. Puis là, tu as juste à engager l'écoute active, sans jugement, puis rediriger aux bonnes ressources. Puis, si, admettons, là, j'ai remarqué chez quelqu'un des changements, puis tout, puis je veux avoir cette discussion-là, là, mais moi, j'ai pas écouté notre podcast. OK. On fait quoi pour avoir un peu de l'aide pour ça? Comment on fait pour se préparer à ce genre de discussion-là? Y a-t-il un numéro qu'on peut appeler? Ou c'est sur votre site web qu'on peut se rendre? Comment on fait pour trouver de l'aide? You know the numbers. Oui, bien, moi, je dis, j'enseigne un cours de premiers soins en santé mentale. Puis les gens, ils disent toujours « Ah, je suis pas certain là, si je pourrais faire ça dans mon milieu de travail, tu sais, ce travail-là. » Je suis pas experte dans le domaine de santé mentale. Puis moi, je dis toujours « Tu n'as pas besoin d'être expert pour aider quelqu'un. Tu as juste besoin d'être une personne empathique qui veut aider. C'est tout ce que tu as besoin. » Si tu te rends à une situation, là, ton confort dans le sujet ou par rapport au suicide, tu dis « J'ai peur de dire la mauvaise chose. Je ne sais pas quoi faire, justement. » C'est pour ça qu'on a des lignes de crise. Les gens, ils pensent que tu as juste... la ligne de crise, c'est pour la personne qui a le besoin. Ou la personne qui est en crise, mais tu n'es pas obligé d'être en crise pour appeler une ligne de crise. Non, moi, je pourrais appeler avec Steven ou pour Steven ou pour moi-même pour dire, je connais quelqu'un que je pense qui est à risque. Ça serait quoi la prochaine étape? Ces services-là sont là pour les gens... Pour la personne en crise, mais aussi pour la personne aidante. OK. Donc, je pourrais dire, pouvez-vous m'aider à aider cette personne-là? Exactement, exactement. Puis il y a plusieurs entreprises qui offrent des services aide à l'employé. Oui. Si c'est pas pour toi, tu pourrais utiliser ce service-là pour aider quelqu'un d'autre aussi. OK. Il y a aussi des numéros par texte Mais ça, je n'avais jamais pensé à ça. Ouais. Le programme d'aide aux employés. Donc, exemple, puis je veux juste aller étendre un petit peu plus sur ça, parce qu'il y a beaucoup qui ont des programmes d'aide aux employés à l'intérieur de leur travail. Donc, exemple, je pourrais téléphoner pour quelqu'un proche de moi qui aurait besoin d'aide ou que je voudrais aider, puis je ne sais pas comment intervenir. C'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'on dit que tu n'as pas besoin d'être expert, juste connaître vos services, tu sais, les services que vous avez accès. Puis qui est disponible dans la communauté. Disponibles. Puis il y en a plein. C'est plein. Il y en a plein. Quand tu commences à travailler dans le domaine, tu te dis « Wow, je n'étais pas au courant qu'il y avait autant de services. » Les gens pensent qu'il n'y a rien qui peut être fait. Mais en réalité, il y a beaucoup de services. Tu allais me dire, tu connais le numéro, on appelle 211. Ah, OK. Appelle 211, puis tu vas avoir l'accès à toutes les ressources. Il y a 211, il y a Connex Ontario qui est spécifiquement pour la santé mentale et la toxicomanie. Il y a, depuis la pandémie, des numéros de texte. Alors, si on regarde au numéro de suicide de prévention, on va le dire à voix forte, 1-833-456-4566, tu peux appeler. Ça, c'est spécifiquement pour la prévention du suicide. Ou tu peux faire texte 45645. Jeunesse, j'écoute, ils ont ouvert le texto à n'importe qui au Canada qui ont besoin d'un service d'urgence, de crise. Eux, c'est 686868. Ou tu peux appeler le numéro. Si vous allez... Puis,
Stéphane a mentionné d'un 1 parce que des fois, on ne se rappelle pas de tous ces numéros. Je peux le dire, mais quand tu es dans une situation difficile, fais juste te rappeler que si tu veux ces numéros-là, va au 211, Tu vas avoir accès. ligne de crise, puis toutes les lignes de crise dans ta région vont apparaître. Puis si je texte, Angèle, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que je vais savoir? Parce que je texte. Oui, Moi, qu'est-ce que je dis aux gens? Mets ces numéros-là dans ton téléphone. Même si tu les as pas besoin, quand tu vas les avoir, Tu les programmes. Tu les programmes dans ton téléphone. Je le dis aux jeunes, je le dis aux adultes. Mieux de les avoir et pas les avoir besoin, de les avoir besoin puis pas les avoir. OK. Donc, mets-les dans ton téléphone, puis tu textes, on va dire que tu textes, je l'ai fait, je vais juste donner l'exemple 6-8. Je voulais savoir si ça va-tu prendre longtemps, c'est une vraie personne, c'est un robot, je ne savais pas justement le service. Je dirais, j'ai texté la personne, la ligne de crise, jeunesse, j'écoute, mais c'est pour les adultes aussi à cette heure. Oui. Ça a pris à peu près 10 minutes, puis je disais, are you a real person? T'es-tu une vraie personne? Puis elle dit, oui, je suis une vraie personne, mon nom c'est, comment je peux t'aider? Puis ça a pris comme une dizaine de minutes, je dirais, mais c'est 365 jours par année, 24 heures par jour. Je trouve que ça, depuis le texte, si tu peux parler à une personne au téléphone, c'est même mieux parce qu'on peut entendre le ton de voix. Mais si t'es pas là, ta zone de confort n'est pas là, tu peux commencer par un texte. Tu sais, au moins... Ça ouvre une porte. Ça ouvre une porte. C'est ça. Là, c'est du reaching out. C'est du reaching out. Tu continues avec ça, puis éventuellement, tu serais peut-être plus ouvert à des services plus professionnels. Mais si tu es très concerné de quelqu'un, c'est urgent, moi, je dirais, dépasse ça, appelle 911, puis la police va venir, puis toutes les étapes vont être... Oui, la police peut aller faire une security check, je pense qu'on dit. Security wellness check, exactement. Est-ce que le suicide est héréditaire et est-ce qu'il peut être transmis génétiquement? Bien, je sais qu'il y a eu plusieurs recherches là-dessus qu'il y a une composante génétique, mais je pense que la composante génétique est reliée à la dépression. Oui. Parce que la dépression, il y a un gros composant génétique familial. Oui. Puis on sait que la dépression, sans être... Si on ne diagnostique pas la dépression puis il n'y a pas de traitement, ça peut augmenter le risque de suicide par à peu près 15 %. Alors, c'est vraiment important, lorsqu'on commence à se sentir déprimé, la tristesse, qu'il n'y a pas d'amélioration, c'est d'aller chercher des services le plus tôt possible à cause du risque élevé de suicide. Puis je t'entends te parler de déprimé. Est-ce que c'est toutes les personnes suicidaires qui ont l'air déprimées ou ça se pourrait qu'ils n'aient pas l'air déprimés? Oui. Ben, comme toi, là, au restaurant, tu faisais plein de des blagues. T'étais pas... Tu regardes, moi, j'aime toujours parler de Robin Williams. Ah oui. Ouais, c'est Toujours vrai. en riant, toujours souriant. vrai. Puis quand on regarde, actuellement, je pensais de ça dans le milieu de la nuit, quand on regarde comme toutes les superstars, là, il y a un temps qu'ils ont fait des suicides. Puis ils ont tout. C'est pas tout juste le monde qui ont rien qui va faire ça. Ça, c'est tout le monde. Ma femme, elle a vendu une maison à Saint-Lazare à un monsieur qui est venu avec un BMW, puis elle demandait pourquoi il veut cette maison-là. C'était pas une belle maison. Il a payé cash. OK. 2 semaines après, ils ont trouvé mort dans la maison. Puis il y avait une grande maison à Laval, Québec. Il y avait tout. On ne sait jamais c'est qui va être. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Fait que Donc, personne n'est à l'abri. Ça peut arriver, peu importe la situation. Nobody safe. OK. Puis, dites-moi, à la CSM, puis aussi via la coalition, combien de personnes vous aidez directement dans les 5 comtés par année à peu près, là, pas au chiffre près, mais ça représente combien de personnes? Ben, c'est ça, j'essayais de trouver un chiffre, puis je comptais tous les numéros. Là. Sur notre, je vais te dire une réponse, c'est dans les 1000, OK? Des 1000 par année. Puis si vous allez sur notre site web, on a des rapports annuels qui disent combien de gens ont accédé à nos services, le programme Oasis, combien d'individus qu'on a décernés, combien de personnes qu'on a offert des ateliers. Puis j'essayais de tout compter ça, là, puis c'était comme j'étais rendue à 5000. OK. Ça, je vais dire que c'est dans les 1000. Ça change un peu une année par un an à l'autre.
dépendant de quel service qu'on offre. Cette année-là, ça change des fois. Mais Puis c'est toujours j'imagine dans avec les la 1000. pandémie, là, ça doit avoir grimpé beaucoup Ben, dans les 2 l'année dernières passée, années. oui, c'était plutôt virtuel. On faisait beaucoup de travail Ouais. virtuel, mais même à ça, on a été capable de rejoindre même plus de personnes à cause Oui. des services. On avait Oui. ouvert nos services. Mais dans toute la province, je crois que c'est plus que 100 000 personnes dans toute la province. Oui, parce qu'on a plus qu'un bureau Oui. là, de la C'est CSM. ça. On a Effectivement. plusieurs bureaux, 33, je pense qu'on est rendu dans la province. Puis on est encore dans la pandémie. Oui. Puis je veux dire, ça affecte encore beaucoup de monde Oui. qui ne sont pas allés vers les services encore ou qui... Exact. Puis, Exactement. est-ce que les personnes qui menacent de se suicider, là, c'est juste pour attirer l'attention, manipuler? Absolument pas. Non. S'il commence à parler de ça comme je vais faire ça à soir, je vais faire ça. Il manque toujours de l'aide. C'est pas. Oui, il y en a qui vont dire ça, puis il va dire ça, comme ils disent enfants, il va crier loup. Ouais. OK. Mais on faut toujours les prendre au sérieux. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que le loup il va être là. Oui. Donc, c'est vraiment un appel à l'aide. C'est pas Ouais, pour ouais. attirer l'attention. Ben, c'est de manipuler les l'attention gens. d'une façon. Oui, mais pour un appel à Mais l'aide. ça peut sauver la vie de la personne. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui a... Ouais, la première fois, tu vas dire, c'est un qu'elle parle, puis ça peut être cette fois-là qu'elle prend sa vie ou son vie. Ça Fait peut que- être la 10e Donc- fois, la 12e fois. On Ouais. le prend toujours au sérieux. Donc, la personne qui menace de se suicider, ce qui est bien, c'est qu'on lui demande, est-ce que tu as un plan? Oui. Direct, comme qu'on Ben, parle-moi de mentionnait qu'est-ce qui se tantôt. passe. Souvent, la personne veut vraiment juste Juste se parler. libérer de c'est pesant, ça, avoir des pensées suicidaires. Souvent, la personne veut juste en parler à quelqu'un qui sera à l'écoute. Parce que la personne qui a des idées suicidaires, là, vraiment, c'est parce qu'elle souffre. C'est ça? Oh, oui. Ouais, Elle la souffre, personne- puis elle ne sait plus comment arrêter la souffrance. Fait que pour ça qu'ils pensent au suicide. C'est Moi- ça? Moi, dans un des témoignages que j'ai donné, mon partenaire Yvan, il a dit que, moi, je me souviens pas d'avoir dit, parce que je vais faire des témoignages, puis demande-moi pas 5 minutes plus tard qu'est-ce que j'ai dit, parce que c'est Ouais. pas là. Tu étais dans ta tête, ouais. Ouais. Là, il dit que, j'ai dit, c'est pas de question que je voulais pas vivre, c'est de question que je savais plus comment vivre. Puis, tout le monde a besoin, comme elle dit, parle de moi. Si tu vois quelque chose qui n'est pas comme il faut, demandez-le. Parce qu'on ne sait jamais. Puis, tu peux faire des erreurs. Tu peux aller voir quelqu'un et dire, écoute, je vois que... Puis, il dit, ben non. Je vais juste donner un petit exemple. Il y a un monsieur que je travaillais avec. Il rentrait dans une compagnie de transport qu'on a un ami qui travaillait là. Chaque matin, il rentrait, il jasait, il parlait. Tout d'un coup, il parlait plus. Il rentrait, puis là, moi, j'avais même pas eu de training, rien, mais je voyais quelque chose qui marchait pas. Fait que je l'ai suivi à son camion un matin. Puis là, j'ai pogné entre deux camions. J'ai dit, écoute, je vois que tu fais ça, c'est ça. J'ai dit, est-ce qu'il y a un problème? Il dit, ben, ma femme, puis moi, on se divorce. Puis, j'ai dit, ben, tu penses-tu de suicider? Il dit, ben non, je l'aime pas autant que ça. Fait que, tu sais, ça a pogné, mais OK. Mais pareil, ça aurait pu être. Oui, oui. Ça aurait pu être. Mais au moins, là, tu es allé vérifier, puis Ouais. c'était clair que... OK. Moi, je dis toujours au groupe, quand on fait nos ateliers, demande à la personne qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils ont perdu, puis tu vas avoir la réponse pourquoi ils pensent au suicide. C'est du perte de santé mentale, financement, un être cher, divorce pour les hommes. Un emploi. Un emploi. Souvent, c'est comme un sentiment de perte, puis ils ne savent pas comment s'en sortir. Sur mon cas, quand j'ai passé avec le psychiatre, qu'est-ce qu'il me avait dit que... Ils disent que j'ai passé à la ménopause des hommes. OK. OK, parce que j'étais dans mes 40 ans. J'avais tout eu qu'est-ce que je voulais avoir. Là, il ne restait plus rien à avoir. Qu'est-ce qu'il est en avant de moi? J'ai tout eu, mes business, j'ai tout, des familles, tout. Qu'est-ce qu'il y a resté? Tu n'avais plus d'objectif ou de but. Oui, exactement. Fait que, Ça, tu avais besoin plus de l'espoir dans ta vie. ouais.
Fait que c'est pour ça qu'ils ont dit, il faut avoir quelque chose pour faire suivi la vie. Excellent. Sylvie, notre fouineuse, est-ce qu'il vous reste des questions à poser? Est-ce que l'amélioration consécutive à la suite d'une tentative de suicide signifie que le risque est passé? Non. Je dirais que non. Est-ce que suicidaire un jour, c'est suicidaire toujours? Ça aussi, je dirais Non. peut-être que oui, peut-être que non. Pour ces deux réponses-là, je dirais oui, si une personne passe à travers un suicide, a mis les étapes en place, ça augmente le risque la prochaine fois. Mais si la personne va accéder à des services, à de l'aide et peut résoudre la situation, peu importe si c'est un trouble de santé mentale ou un trouble financier, c'est important que la personne ait accès à des ressources et un soutien continuel aussi. Être bien entouré. Bien entouré, des bonnes... On veut augmenter les facteurs protectifs de la personne puis diminuer les facteurs de risque. OK. Quelque chose à ajouter? Pour moi, l'idée est toujours là. Je sais que j'ai fait une promesse à moi, pas à personne d'autre. Puis j'ai toujours dit que je garde toujours mes promesses. Puis j'ai fait une promesse à moi que je ne ferai jamais ça encore. Mais je te dis que souvent, les idées rentrent en tête. Mais c'est de... J'ai une bonne équipe en réel, moi, maintenant. Puis c'est ça qui m'aide. Ça fait pas longtemps, il y avait quelque chose qui ne marchait pas, Puis j'ai commencé à avoir des pensées très noires. Puis même j'étais à une place que... Je pensais de la faire. Mais j'ai parti, en tout cas. Puis j'ai appelé quelqu'un, puis commencé à parler, puis... Parce que j'ai quelqu'un en réel, moi. Il faut avoir quelqu'un. Mm-hmm. Il faut avoir quelqu'un que des gens peuvent appeler et dire, écoute, ça ne va pas aujourd'hui. J'ai besoin de quelqu'un pour parler. Viens me parler. Puis si je prends ton exemple, Steven, est-ce que c'est correct de dire à la personne, comme je te dirais à toi, oublie pas que tu es le mochi de quelqu'un? Oui. Ça serait correct de dire ça. Oui. On a besoin d'un coussin. Parce que des fois, on pense qu'on est tout seul. Puis on n'est jamais tout seul. Il y a toujours quelqu'un dans ton coin, dans ton rayon, qu'il est là pour toi. Dans notre groupe d'hommes, tout le monde rentre, tous les hommes, ils rentrent et disent, ils sont les seuls qui ont ces problèmes-là. Ils ont le seul problème, c'est un coin. Un soir, on était 14 autour de la table. Puis, il y a un nouveau qui est rentré, puis il commence à parler, il dit, j'ai passé par un divorce. On regarde qui passe par un divorce. Tout le monde. Tous les bras levés. OK, là, j'ai honte parce que j'ai des pensées de suicide, mais j'ai fait une tentative de suicide. OK, là, 4 mains, il montait. Là, il montre que tu n'es pas tout seul. Mm-hmm. Tu n'es jamais, jamais tout seul. Mm-hmm. Il y a toujours quelqu'un qui vit la même chose que toi, que tu peux parler. Puis la seule manière de garder sa tête ici, c'est de parler. Puis on a toujours besoin de quelqu'un, puis quelqu'un a toujours besoin de nous aussi. Absolument, Oui. absolument. C'est beau. C'est un beau message, ça. On est une équipe, Mm-hmm. même si on ne sait pas si c'est une équipe. Je vais vous laisser conclure. Je vais commencer par Angèle. Ensuite, ce sera ton tour, Steven. S'il y a une seule chose que vous voulez que les gens retiennent de votre passage, là, ici, à Personne n'en parle, ce serait quoi? Angèle, toi d'abord. Ah, ben, exactement ce que vous venez juste de dire, c'est que tu es jamais seul. Même quand tu penses que tu es seul, il y a un numéro que tu peux appeler, il y a un groupe d'entraide que tu peux accéder, il y a un voisin, si tu cognerais à la porte, je suis certaine que la personne dirait, ben justement, il y a 4 ans de ça, exactement cette situation-là, j'avais mis faut que je te dise cette histoire-là en conclusion. C'était la Journée mondiale pour la prévention du suicide le 10 septembre. J'étais pour faire un atelier au bureau de santé
pour la communauté. Puis je venais juste de déménager dans à une nouvelle maison, dans mon quartier, merci. Puis j'avais ma petite, je l'amenais sur l'autobus, puis la madame, j'étais toute habillée, puis habituellement, je mets des jogging. Là, quand je suis à la maison, je suis pas toute habillée, mais je m'avais habillée là, tu sais, avec des talons hauts. Puis la madame, elle m'avait vue quelquefois, elle marchait toujours son chien, puis elle m'avait jamais vue toute habillée de même. Puis elle disait « Hey, où tu t'en vas, toute habillée de même? » J'ai dit « Oh, aujourd'hui, c'est la journée... » Je l'avais dit, j'ai pris l'occasion de dire « C'est la journée mondiale pour la prévention du suicide. » Elle a comme pris quelques pas de reculons, puis elle m'est venue à côté de moi pour pas que ma fille l'entende. Elle dit moi aussi. Juste comme ça, là, juste moi aussi. Puis là, j'ai dit OK. J'ai dit, tu pourrais-tu m'attendre quelques minutes? Je vais juste mettre ma fille sur l'autobus. J'aimerais ça te parler. Elle dit, OK, je vais aller prendre le tour du coin. Tu viendras chez nous prendre un café, puis je vais te parler de ce que je viens juste de mentionner. Puis je le savais exactement qu'est-ce que c'était. Quand elle dit moi aussi, ben, j'ai read between the lines. Là, j'ai dit, OK, elle veut me parler de suicide, puis c'était justement ça. C'était une madame plus âgée. Elle avait perdu son mari au cancer, son fils au suicide, il avait 3 ans. Elle n'avait pas vraiment dans tout. Elle venait de Montréal, elle était seule. Là, j'ai pas dit faire ma session. J'ai appelé ma patronne, j'ai dit « You're on your own. » Là, j'ai quelque chose de sérieux. On a parlé jusqu'à l'heure du dîner, on a parlé. Elle m'a montré des photos. Puis je pouvais voir, elle n'avait rien dans sa vie. Elle avait besoin de quelque chose. Puis je connaissais dans ma région, parce qu'elle était très francophone, elle voulait s'entourer avec du monde dans sa première langue, qui était le français. Puis je m'en rappelais que j'avais entendu Centre Émilie-Claude. C'était une place que tu pourrais te rejoindre avec d'autres personnes plus âgées, avec des activités. Comme moi. Oui, c'est ça. Et j'ai donné un pamphlet. Je ne l'avais pas cette journée-là, mais je l'avais rapporté. Elle s'avait connecté ce groupe-là. Finalement, elle a commencé à donner des leçons d'espagnol. Là, elle avait tout retrouvé, son, sa raison de vie, purpose. Là, elle a commencé à travailler à l'école de ma petite fille. Elle faisait des leçons d'espagnol là, après l'école. Je te dis, ça avait tout changé sa vie, mais c'était ça qui manquait. C'était juste une raison de... Là, elle fait du patinage, elle est très, 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 très active dans sa communauté, mais ça commençait avec le mot « moi aussi ». Puis, tu sais, j'y pense toujours. Si j'aurais pas dit « je peux-tu t'en parler », qu'est-ce qui aurait arrivé? Je sais pas qu'est-ce qui aurait arrivé, mais j'ai pas... Comme toi, on n'a pas pris le risque. Le message, c'est de quand tu as l'instinct d'une personne ne va pas bien, d'aller être... helpfully nosy, que j'appelle ça. Ouais. Mais en même temps, de dire où est-ce que tu t'en vas, puis tu as dit aujourd'hui, c'est la journée de la prévention du suicide. Je l'ai dit à haute voix. J'ai dit le mot. Voilà. Puis je trouve que quand on utilise le vocabulaire, c'est là où que ça ouvre la conversation. Parce que tu aurais pu dire, je m'en vais travailler aujourd'hui, ou j'ai un atelier, puis ça n'aurait pas eu le même impact. Le mot suicide, le dire, ça serait important, je dirais. Sois jamais gêné de le dire. Moi, c'était dur la première fois, mais ça vient plus en plus facile à demander la question, parce que si toi, tu as peur de le demander, demande à quelqu'un de le demander. Ou de le dire. Ou si c'est... Prends quelqu'un à côté de toi et demande-y des questions, parce que c'est important. C'est important. Si tu veux garder quelqu'un ici à terre avec nous autres, il faut être assez bright pour le demander. Pas assez bright, mais assez brave. Brave. OK. Je pense qu'on peut conclure en disant que c'est correct d'être pas correct. Exactement, exactement. D'en parler. D'en parler ouvertement. Bien, un énorme merci, Angèle, Steven, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour votre temps, pour votre générosité. Hein? C'était tout un podcast. Oui, vraiment. Puis, un gros merci à vous deux. Merci pour le témoignage, Steven. Puis, si tu me permets, moi, je vais vraiment garder, puis j'espère être là, être à l'écoute, puis être le mochi de quelqu'un, si jamais quelqu'un a besoin d'aide. S'il vous plaît. Merci. Mais écoutez, si vous voulez en apprendre un peu plus sur la CSM, bien, on se rend sur leur site web. Angèle, veux-tu nous le donner? Oui, le site web, c'est le www.on le dit en anglais, CMHA
Trait d'union. Trait d'union, east.on.ca. On a une page Facebook, Champlain S, la CSM Champlain S. Puis on a 4 événements annuels, des campagnes annuelles où on fait de la promotion, on fait des activités dans la communauté. On vient juste de passer la semaine de la santé mentale. Oui. On a fait un mood walk qui commence dans nos communautés à Hawkesbury, puis il y en a une à Cornwall. So, visitez notre page Facebook. La prévention de suicide le 10 septembre à chaque année. On fait des ateliers, on fait toutes sortes d'activités cette journée-là pour diminuer le risque. La semaine de la maladie mentale, qui est dans le mois d'octobre, et aussi Belle cause pour la cause. Alors, suivez-nous sur notre page Facebook pour en savoir plus. Excellent. Puis si on a besoin d'aide, on garde en tête le 211 qui est une super 211. belle Oui. ressource à utiliser. Et si jamais vous voulez en apprendre un petit peu plus sur nous, Maison Interlude House, bien, vous pouvez vous rendre sur notre site web à nous, Google Maison Interlude House. Vous allez nous trouver hyper facilement. Vous allez trouver plein d'informations. On est une agence qui vient en aide aux femmes victimes de violences. Et on y retrouve aussi toutes les façons de nous rejoindre, Sylvie. Oui, donc si vous êtes victime de violence, n'hésitez pas à nous contacter, à nous appeler, soit par texte, clavardage. Visitez notre site, vous allez avoir toutes les informations. On est là pour vous 24/7. Excellent. Bien là-dessus, Merci. on se dit à bientôt pour un autre balado. Merci. Merci beaucoup. Cette série de balados est rendue possible grâce au soutien financier du ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires dans le cadre de l'entente Canada-Ontario sur les services en français.